Dans cette présentation, nous allons parler de l'architecture des FPGA. Les FPGA, ce sont les composants programmables les plus performants. Ils ont été inventés pour la première fois par la société Xilinx en 1985. Il existe actuellement plusieurs fabricants de FPGA. Chacun propose des architectures ou bien des configurations différentes. Xilinx reste cependant parmi les leaders dans ce domaine. Alors, on va essayer d'étudier des composants de chez Xilinx. Alors, il existe deux types de FPGA, donc les FPGA à SRAM, qui sont appelés LCA, donc par Xilinx, et il existe aussi les FPGA à anti-fusibles. Nous allons parler beaucoup plus, ou bien détailler le fonctionnement des FPGA à SRAM, et on va finir par étudier les ressources dans les FPGA de haut de gamme récents qui sont proposés par Xilinx. Et on terminera par voir quelques applications des FPGA, en particulier dans le domaine des télécommunications. Un circuit FPGA est composé par un ensemble de blocs logiques grâce auxquels on va réaliser les fonctions logiques, donc combinatoires ou bien séquentielles. Et il dispose également de blocs d'entrée-sortie pour faire communiquer le circuit avec le milieu extérieur et ce qu'on appelle le réseau d'interconnexion qui permet d'établir les connexions entre les différents blocs. Alors, comme on avait dit tout à l'heure, il existe chez Xilinx deux familles de FPGA qui sont les FPGA à base de SRAM, qui sont appelés LCA, et les FPGA à anti-fusibles. On va essayer de prendre comme exemple la famille XC3000 de Xilinx pour étudier la configuration ou bien l'architecture des FPGA. Alors, les FPGA se composent, on avait dit, de blocs d'entrée-sortie appelés IOB. Ensuite, des blocs logiques configurables, qui sont les CLB, et le réseau d'interconnexion programmable. Ici, nous avons la configuration d'un bloc d'entrée-sortie de la famille XC3000. Donc, bien évidemment, sur d'autres familles ou bien sur d'autres composants, d'autres fabricants, nous allons avoir, disons, des configurations différentes. Alors, ici, pour ce cas-là, nous allons avoir un composant qui a beaucoup de possibilités de programmation de la sortie et de l'entrée. Donc, une entrée ou bien une broche peut être utilisée comme entrée ou bien comme sortie. Alors, comme sortie, on peut la programmer pour être inversée, oui ou non. On peut commander l'inversion du contrôle à 3 états, donc ici. On peut sélectionner ou bien programmer la sortie si oui ou non elle passe par la bascule. On peut contrôler le temps de montée des signaux. Donc ici, le slow rate, c'est le temps de montée des signaux. Donc on peut utiliser trois possibilités, donc rapide, moyen et lent. Et enfin, on peut programmer également l'utilisation d'une résistance de pull-up en entrée. Donc on peut faire passer le signal par une bascule ou bien l'utiliser directement. Alors, l'élément essentiel dans les FPGA, ce sont les blocs logiques ou bien les CLB. Donc, ils permettent de réaliser des fonctions soit combinatoires, soit séquentielles. Donc, ici, pour l'exemple du XC3000, donc nous avons un bloc qui permet de générer des fonctions combinatoires et de bascule. Donc, le bloc combinatoire peut générer deux fonctions, donc f et g. Et nous avons ici deux bascules. On peut, grâce aux différents multiplexeurs ici, donc choisir la sortie
la sortie donc désirée, soit pour une fonction combinatoire, une fonction séquentielle, donc avec registre. On a différentes combinaisons ou bien différents modes de fonctionnement. Alors, le premier mode de fonctionnement permet de générer deux fonctions combinatoires, f et g, qu'on va pouvoir appliquer oui ou non sur les bascules de sortie. Alors, les fonctions combinatoires ici ont 4 variables d'entrée. Nous avons plusieurs possibilités pour les entrées. Nous avons A qui est une entrée fixe. Ensuite, on peut avoir pour la deuxième entrée le choix entre B, QX qui est la sortie de la première bascule et QY qui est la sortie de la deuxième bascule. Pour la troisième entrée de la fonction, nous avons également le choix entre C, QX et QY. Et enfin, pour la quatrième entrée, nous avons le choix entre D et E. Donc, au final, nous allons avoir plusieurs combinaisons pour les entrées des fonctions, que ce soit la fonction f ou bien la fonction g. Ça, c'est pour le premier mode de fonctionnement. Alors, dans le deuxième mode de fonctionnement, nous allons avoir une seule fonction qui est générée, mais qui a 5 variables. Donc ici, nous avons les variables, la variable a, le choix entre, pour la deuxième variable, entre b, qx et qy. Pour la troisième variable, le choix entre qx, qy et c. Et enfin, d et e sont également fixes. Pour le dernier mode de fonctionnement, nous allons pouvoir générer deux fonctions possibles, donc de 4 variables, mais ici qui vont être sélectionnées au choix grâce à la variable e. Donc on va générer deux fonctions, mais la sortie, on va obtenir uniquement l'une des deux en fonction de la valeur de l'entrée e. Alors les FPGA ou bien les performances des FPGA dépendent énormément des types d'interconnexion ou bien des possibilités d'interconnexion des différents blocs logiques. Pour la famille XC3000, nous avons trois types d'interconnexion. Nous avons les interconnexions à usage général, les interconnexions directes et les lignes longues. Alors, le premier type de réseau d'interconnexion, c'est les interconnexions à usage général. Ce sont un ensemble de lignes verticales, 5 lignes verticales et 5 lignes horizontales, reliées par ce qu'on appelle des matrices de commutation. Alors, ces lignes horizontales et verticales se trouvent entre les lignes et les colonnes DCLB et DIOB. Alors, afin de réaliser une fonction complexe qui nécessite plusieurs blocs logiques, on peut utiliser plusieurs blocs logiques et la liaison entre les différents blocs peut être réalisée en utilisant ces lignes verticales et horizontales. Alors, la commutation permet d'acheminer un signal d'un endroit à un autre. Ce routage ou bien cet acheminement de signaux se fait d'une manière automatique grâce au logiciel de conception. Alors ici, nous avons la représentation d'une matrice de commutation qui est formée donc de 5 blocs qui permettent de relier les lignes verticales et les lignes horizontales. Ces blocs sont formés par un ensemble de 6 transistors permettant ainsi d'avoir plusieurs possibilités d'interconnexion de la matrice de commutation. Le deuxième type d'interconnexion qui existe, ce sont les interconnexions directes. Ce sont des interconnexions qui permettent de relier des blocs logiques voisins ou bien adjacents. Ce sont les formes d'interconnexion les plus efficaces
dans la mesure où ils permettent un temps de propagation minimal des signaux. Nous avons quelques possibilités fixes. Par exemple, si l'on prend un bloc logique central, on peut relier sa sortie X soit à l'entrée B du bloc à droite ou bien à l'entrée C du bloc à gauche. Et de la même manière, on peut relier la sortie Y soit à l'entrée A du bloc en dessous ou bien à l'entrée D du bloc au-dessus. Les interconnexions directes sont également utilisées pour relier des blocs logiques aux blocs d'entrée-sortie. Donc ici, nous avons un schéma dans lequel nous représentons des blocs logiques qui sont reliés à des blocs d'entrée-sortie en utilisant les interconnexions directes. Bien évidemment, chaque bloc logique ne peut être relié qu'à des blocs d'entrée-sortie qui lui sont adjacents. Le troisième type d'interconnexion, ce sont les long lines ou bien les lignes longues, horizontales et verticales. Donc ce sont des lignes qui traversent la puce de haut en bas et de gauche à droite. Elles sont utilisées pour véhiculer des signaux qui doivent parcourir une longue distance et qui donc doivent être transmis avec un minimum de retard entre des blocs logiques distants. Chaque colonne d'interconnexion possède 3 lignes verticales, il en existe bien sûr plusieurs, et chaque ligne d'interconnexion possède 2 lignes horizontales. Nous allons essayer de voir maintenant la programmation des LCA. Nous avons dit tout à l'heure que les LCA c'était des FPGA à base de SRAM. SRAM ça veut dire mémoire statique. La mémoire statique, c'est elle qui doit contenir la configuration des connexions ou bien des liaisons dans le FPGA. Alors, qui dit RAM dit bien sûr mémoire volatile, ce qui fait que à chaque fois que le FPGA n'est plus sous tension, sa configuration va disparaître. Ceci consiste ou bien constitue un avantage et un inconvénient. Un avantage dans la mesure où on peut reprogrammer un FPGA même lorsqu'il est en fonctionnement. Donc à chaque fois, on peut modifier la configuration en effaçant et en écrivant quelque chose de nouveau dans la mémoire RAM. Et ça constitue un inconvénient puisque à chaque fois que le circuit ou bien le dispositif dans lequel se trouve le FPGA doit contenir un élément à partir duquel le FPGA doit charger sa configuration. Alors, les LCA peuvent avoir plusieurs modes de chargement ou bien de transfert des données en fonction donc de 3 bits M0, M1 et M2. Donc ils vont faire 8 combinaisons, dont 5 uniquement qui sont utilisées, 3 ne sont pas utilisées. La première, c'est ce qu'on appelle un mode maître, où le transfert se fait d'une manière série. Donc ici, nous devons utiliser une mémoire PROM de type série pour la configuration. Donc lorsqu'on a le mode 0, 0, 0, le LCA va être considéré comme un maître et il va à chaque fois que l'on mette le circuit sous tension, il va chercher sa configuration à partir d'une mémoire série. Il existe également un mode maître avec une mémoire parallèle à partir de l'adresse 00, ça veut dire que la configuration va de la première adresse jusqu'à la dernière adresse, donc dans un ordre croissant des adresses. Et ensuite, il y a un troisième mode maître, donc également parallèle, mais cette fois-ci à partir de la dernière adresse, donc des adresses décroissantes. Donc le
FPGA va chercher à partir de la dernière adresse de la mémoire jusqu'à la première. Il y a aussi le mode périphérique où le transfert se fait d'une manière parallèle et la configuration doit être chargée grâce à un microprocesseur. Donc un microprocesseur qui dispose également d'une mémoire bien évidemment va envoyer la configuration sur le FPGA qui est là en mode périphérique. Donc périphérique par rapport au microprocesseur. Et le dernier mode disponible, c'est le mode esclave où la configuration se fait ou bien le transfert de données se fait d'une manière série à partir d'un autre circuit LCA maître. Nous allons voir les blocs logiques des FPGA récents afin de pouvoir remarquer l'évolution des possibilités dans les FPGA des familles les plus performantes. Ici, nous présentons les blocs logiques de la famille Virtex 5. Ici, les blocs logiques ou bien les CLB sont constitués par des slices et deux slices. Ici, chaque slice est constitué par cet ensemble-là. On remarque les possibilités qui sont de plus en plus importantes dans ce composant ou bien dans cette famille de FPGA. Ici, chaque slice dispose de 4 fonctions logiques. Donc on peut réaliser 4 fonctions logiques à 6 entrées sur ce qu'on appelle des lookup tables. Donc une lookup table, c'est une technique ou bien un circuit qui permet d'implémenter des fonctions logiques sous une forme qui s'apparente à une table de vérité. Et ici, nous avons un ensemble de multiplexeurs pour avoir plusieurs possibilités de fonctions logiques ou bien logiques donc combinatoires ou bien séquentielles en utilisant les bascules sur les sorties. Alors ici, nous allons voir le principe de fonctionnement des lookup tables. À vrai dire, les lookup tables ne sont pas réalisés en utilisant des multiplexeurs, mais ici, on va uniquement voir le principe. Donc, la lookup table, c'est cet ensemble-là de multiplexeurs. Donc ici, nous avons plutôt plusieurs multiplexeurs. Donc en fonction du nombre d'entrées, on avait dit tout à l'heure que une lookup table s'apparentait à une table de vérité d'une fonction logique. Ici, nous avons les variables d'entrée et là, les sorties de la fonction. Alors, les sorties de la fonction sont sauvegardées sur des bits de la mémoire. Alors, ici, nous avons 4 variables d'entrée, donc 16 combinaisons. Nous allons essayer de rappeler le principe de fonctionnement des multiplexeurs. On va essayer de prendre ce multiplexeur-là, donc le premier. On va essayer de le représenter. Un multiplexeur qui a une entrée de commande qui s'appelle I3 doit avoir deux entrées d'information I0, plutôt E0 et E1. Donc ici, nous allons avoir E0 et E1. Alors, en fonction du terme que l'on veut avoir, on va mettre sur E0 et E1 des valeurs logiques, soit des 0, soit des 1. Alors, on va essayer d'explorer la sortie S ici. Donc S est égal à I3 bar et E0. Donc ça, c'est la fonction d'un multiplexeur à une entrée de commande, ou bien I3 et E1. Alors, en fonction que l'on veuille avoir
sur la sortie S I3 bar ou bien I3, il va falloir fixer des valeurs sur E0 et sur E1. Par exemple, si l'on veut obtenir I3 bar, ce terme doit être annulé en mettant un 0 sur E1. Donc ici, on va mettre un 0 sur E1 et on va éliminer le E0 en mettant un 1 sur E0. Et on va obtenir S égale à I3. Bien sûr, si la fonction logique que l'on veut construire possède des termes avec I3 bar. Dans le cas où l'on veut avoir S3, plutôt S qui est égal à I3, alors dans ce cas-ci, on doit mettre un 0 ici sur E0 et un 1 sur E1. Alors, au final, cette chaîne, donc, ou bien le premier bit, permet de dire que la fonction dispose du terme I3 bar. Si l'on met un 1 ici sur le premier bit, ça veut dire que la fonction possède le terme I3 bar, I2 bar, I1 bar, I0 bar. Ainsi de suite, donc pour les termes suivants. Donc si l'on met un 1 ici, ça veut dire qu'il y a également le terme avec I3 bar, plutôt I3, pardon, I2 bar, I1 bar et I0 bar, ainsi de suite. Donc ici, ça correspond au premier terme, celui-là c'est le deuxième terme, le troisième, le quatrième, jusqu'au 16e terme. Donc en fonction que l'on veut garder le produit, en quelque sorte, ici c'est une somme de produits, à chaque fois que l'on veut garder le produit, il va falloir mettre un 1 dans le bit correspondant. On va essayer de parler d'une manière très brève sur les FPGA antifusibles. Alors, les FPGA antifusibles, la différence essentielle, c'est que les connexions entre les éléments sont réalisées grâce à des antifusibles, non pas par une mémoire de type RAM. Bien évidemment, un antifusible, c'est en quelque sorte l'inverse d'un fusible. Lorsqu'il est programmé ou bien lorsqu'il est grillé, il permet d'établir une connexion. Donc à l'origine, il y avait un circuit ouvert. Lorsque l'antifusible est grillé, il va réaliser une connexion. Les FPGA antifusibles, l'autre différence essentielle avec les FPGA de type SRAM, ce sont le fait que le bloc d'entrée-sortie est des cellules logiques qui sont très simples. Alors, ici, une remarque très importante, c'est que la programmation étant irréversible, l'utilisation des FPGA antifusibles nécessite plus de précautions et de vérification par de nombreuses simulations avant de passer à l'implémentation. Ça veut dire que chaque fois que l'on veut utiliser un FPGA antifusible, c'est en général le cas où l'on ne veut pas modifier disons, la configuration ou bien le circuit. On peut utiliser un circuit à antifusible. Dans cette table, nous allons voir les ressources dans les FPGA les plus récentes de chez Xilinx. C'est les FPGA de haut de gamme utilisés dans les applications industrielles. Ceci, c'est les ressources dont dispose le Virtex UltraScale Plus de Xilinx. Alors, il dispose à peu près de 9 millions de blocs logiques. Ici, nous avons en kilos, donc 8900 et quelques, donc à peu près 9 millions de blocs logiques.
3840 slice DSP. Slice DSP, ça veut dire des unités qui permettent de réaliser la multiplication et l'accumulation. Donc c'est l'opération de base dans toutes les opérations de DSP, donc de traitement numérique du signal. Elle dispose également de mémoire, 224 mégabits de mémoire. Elle dispose de 8 interfaces PCI Express, de 80 liaisons sérielles et à peu près 2000 entrées-sorties. Pour finir, nous allons voir un certain nombre d'applications des FPGA dans le domaine de l'électronique et en particulier dans le domaine des télécommunications. Alors, grâce en particulier à la présence des slices DSP, donc qui permettent de réaliser des opérations de traitement numérique du signal, nous pouvons utiliser des FPGA dans des domaines différents. Par exemple, d'une manière générale, dans la convolution et le filtrage. Donc la base de la convolution, c'est ce qu'on appelle un slice DSP qui dispose d'un multiplicateur et d'un additionneur hardware, donc qui peuvent réaliser l'opération de convolution. Donc c'est l'opération MAC, Multiply and Accumulate, ou bien Accumulate, qui sont, bon, cette opération, elle est à la base de toutes les opérations de traitement numérique du signal, que ce soit convolution, corrélation, filtrage, etc. Donc on peut trouver des FPGA dans le domaine du traitement de la parole pour le codage, décodage, cryptage, décryptage, etc. Le traitement audio, donc le traitement du son, le traitement de l'image et les systèmes d'information. Par exemple, la messagerie vocale, les modulateurs, les démodulateurs, les systèmes de cryptage et de décryptage de données, etc.